Chers amis, chers collègues, mes très chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, on parle d'un sujet profond, la dépression sentimentale, qu'on appelle aussi la dépression amoureuse. Qu'est-ce que c'est la dépression amoureuse ou la dépression sentimentale? Elle arrive toujours après une rupture. La dépression amoureuse, compte tenu de la rupture, on l'appelle aussi une dépression réactionnelle. Elle est une réaction à la situation qui se présente à vous et à la situation dans laquelle vous êtes. Parce que finalement, une rupture, c'est pas juste une rupture basique entre un homme et une femme, ou peu importe d'ailleurs, entre deux femmes, deux hommes, peu importe. Non, 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 non. C'est pas on perd un partenaire et allez, on va retrouver un autre après. Ou on perd une partenaire, on va retrouver une autre après. Ah non, non, c'est pas comme ça que ça marche. La fin d'un couple, la rupture avec une personne, c'est pas juste la perte d'une personne. Ah non, non. C'est la perte d'une croyance dans le couple que vous aviez constitué. C'est la perte d'un mythe. Un mythe fondateur qui vous avait fait mettre avec l'autre en vous disant « on a quelque chose de commun ». C'est pour ça qu'on est ensemble, c'est la fin de ça. C'est la fin d'un mur qui vous protégeait contre plein de choses, c'est la fin d'un véritable rempart, c'est la fin d'une institution, c'est un édifice affectif qui s'effondre. C'est pas juste un homme qui perd une femme ou une femme qui perd un homme. C'est pas comme ça que ça marche. Il n'y a pas de un perdu, 10 de retrouver, c'est pas comme ça que ça marche. C'est la fin d'un rêve, c'est la fin d'une histoire, c'est la fin de tout ça. C'est très compliqué une rupture. Très compliqué. C'est la fin d'un pan de son histoire. C'est la fin d'une illusion, c'est la fin d'une croyance. C'est la fin d'un projet. La rupture, c'est un deuil, c'est compliqué. On a besoin de temps pour faire ce deuil. Le temps d'ailleurs est l'allié de celui qui tente de faire le deuil. Celui qui voudrait faire le deuil tout de suite mais qui n'y arrive pas, prend le problème par le mauvais bout. Donc le temps est un allié, alors qu'il est bien souvent vu comme un ennemi. Si je ne vais pas bien aujourd'hui, je n'irai pas bien demain. Eh bien, ce n'est pas forcément vrai. Et j'ai envie de dire heureusement. Donc c'est un travail de deuil. Mais ce n'est pas seulement qu'un travail de deuil, la dépression sentimentale ou la dépression amoureuse. Non, c'est au-delà de ça. Parce que se met en place un système qui est le système de la dépression. Alors la dépression, je ne vais pas rentrer forcément dans le détail pour la décrire, mais on est dans une perte de désir, on est dans une modification dans son rapport à soi-même et dans son rapport à la vie. On est dans une modification de son rapport à son désir de vivre et de faire des choses. Le dépressif, ce qui peut le caractériser, c'est qu'il n'a plus de désir, ou du moins ses désirs lui paraissent absolument irréalisables. Une dépression s'inscrit dans le temps. Elle est sur 4 mois, 6 mois. On ne peut pas parler de dépression pour un trouble qui dure 1 mois ou 2. On est obligé d'attendre que les choses s'inscrivent dans le temps. Autrement dit, de quelque chose qui est chronique, qui ne disparaît pas, qui dure dans le temps. Ça veut dire que cette rupture, elle génère non seulement un deuil, mais elle génère effectivement un état dépressif. Le souci de tout ça, c'est que c'est révélateur de ce qu'on appelle la dépendance affective. C'est quasiment impossible d'être dans la dépression amoureuse ou dans la dépression sentimentale sans avoir une personnalité psychologique qui présente cette caractéristique de dépendance affective. C'est parce qu'il y avait ce lien de dépendance et que vous avez perdu la personne dont vous étiez dépendante qu'il y a effondrement psychologique et qu'effectivement il y a cette dépression amoureuse qui se met en place. C'est un travail de deuil, ça prend du temps. C'est un travail de restauration de l'image de soi. Je n'ai pas forcément besoin de l'autre pour exister, pour avoir une valeur. Il y a aussi une chose que je n'ai pas soulevée, c'est que cette dépression amoureuse, elle vient en général révéler un nœud dépressif qui était déjà existant avant. C'est-à-dire que vous avez déjà connu une situation, vous n'avez pas été considéré, on vous a pris pour un objet, on ne s'est pas soucié de vous. Dans votre petite enfance, dans votre adolescence, dans votre jeune vie d'adulte, il y a déjà eu une ou des situations
où vous retrouvez un petit peu en mode copier-coller quelque chose que vous vivez maintenant. Et ça, c'était toujours intéressant de se rendre compte. Et si vous vous en rendez compte, grâce peut-être à cette vidéo, eh bien effectivement, creusez un peu la question et allez en parler à un praticien. Ne restez pas seul face à ce genre de choses. Ne restez pas seul face à ça. Il faut donner du sens à ça. Sinon, ça va tourner en boucle dans votre tête, vous n'allez pas vous en sortir. Il y a des mots à mettre là-dessus. Nous sommes des êtres de parole, de communication, je voudrais juste vous le rappeler. Voilà, ce qui nous singularise par rapport aux animaux, aux mammifères, c'est que nous sommes dotés de la parole. Oui, mais pas pour parler de la pluie et du beau temps et des résultats du Paris Saint-Germain. Non, on est là pour parler de ce qu'on ressent. Voilà, qui nous écoute, à qui on est capable de dire des choses et qu'est-ce qu'on ressent et qu'est-ce qu'on est capable de mettre comme mots là-dessus. Il y a toujours quelque chose de libérateur et de deux, quelque chose qui permet d'organiser, d'articuler un petit peu sa pensée. Sinon, on n'est que dans l'émotion et que de l'émotion sans pensée structurée et structurante, on part un petit peu effectivement au gré du vent pour ne pas dire dans le décor. Les symptômes de la dépression sentimentale, de la dépression amoureuse, il y en a plusieurs, il y en a énormément. Il n'y a pas d'ordre. En tout premier lieu, une grande tristesse, une immense tristesse, un caractère mélancolique. Rien ne peut apaiser cette tristesse, absolument rien. Rien. Ou alors, très momentanément, c'est une poignée de minutes. Mais elle revient, elle est si profonde que cette tristesse revient, ne vous quitte pas. Dans la dépression sentimentale, le sommeil et l'appétit sont très touchés. Le sommeil, les nuits sont courtes, très agitées, remplies de rêves de l'ex, celui qui est parti. Il y a une grande difficulté d'endormissement. L'endormissement se fait très tardivement. Les réveils nocturnes se font assez présents. S'il y a un réveil nocturne, c'est très difficile de s'endormir. Pourquoi? Parce que la pensée de l'autre est absolument aliénante. Toujours avec cette souffrance. Toujours. Le manque, le vide, l'absence de l'autre. Dans cette période-là, on mange très mal. Soit perte d'appétit, on ne mange plus, ou à peine. Voilà. On grignote. Voilà. Soit, c'est l'inverse. Une espèce de boulimie se met en place pour essayer de compenser un petit quelque chose. Bien évidemment, l'absorption de nourriture ne compensera jamais l'absence de l'autre. Jamais. Mais cette tentative psychocorporelle se veut être effectivement une tentative de compensation. Combler le manque. Le problème de cette période de la dépression amoureuse, c'est aussi et surtout la rumination. Vous ruminez, vous refaites l'histoire, vous réinterprétez les événements, vous tentez de les comprendre, vous tentez d'agripper le fil de l'histoire qui fait que les choses ont fini par mal tourner. Qu'est-ce qu'on retrouve aussi dans cette dépression amoureuse? La solitude. La solitude. Et là où pas mal de gens pourraient effectivement vous solliciter pour dire « Eh bien, on sort, on va s'aérer, on va s'oxygéner », ça ne vous intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas. Toute perspective est renvoyée au calempe grec, ça ne vous intéresse pas. Rien à faire. À quoi bon? À quoi bon? Qu'est-ce que ça va changer? Donc, vous ne faites rien, vous n'allez à rien. Vous n'avez pas le désir, vous n'avez pas l'envie de faire des choses. C'est le souci. Alors dans cette période-là, il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus de notion de plaisir. Ou alors très très furtif, très momentané, mais il n'y a plus de notion de plaisir. Il n'y a plus rien qui vous fait vraiment plaisir. Plus rien. Il pourrait y avoir également ce qu'on pourrait appeler des idées un petit peu morbides, un petit peu sombres, un petit peu glauques. Pas agréables. Bon, en général, il n'y a pas de passage à l'acte, tant mieux. Mais il y a des idées morbides, il y a la présence d'idées morbides. D'où l'intérêt de se faire aider en psychothérapie. Il ne faut pas rester avec des idées morbides aussi sombres soient-elles. Durant cette période-là, on va retrouver aussi des attitudes un petit peu addictives. L'être humain va se mettre à manger beaucoup, beaucoup trop. Il va se mettre à boire
un petit peu trop. Il va se mettre à fumer un peu plus, à consommer des choses parfois bizarroïdes, n'est-ce pas? Il va se mettre à manger beaucoup plus, donc se mettre en danger. Il va se mettre à manger pratiquement plus, donc il va se mettre aussi en danger. Voilà, il peut surutiliser quelque chose, ça peut être le sport, ça peut être la console, et ainsi de suite, mais qui est un moyen d'oublier le problème dans lequel il est, mais fondamentalement ça ne règle absolument pas le souci. Mais il peut y avoir effectivement la mise en place de mécanismes addictifs, à surveiller de très près. Alors dans ces périodes-là, il y a un problème d'estime de soi, c'est-à-dire qu'il y a cette sensation de perdre de la valeur, d'avoir perdu de la valeur. Or, votre valeur n'a absolument rien à voir là-dedans, elle n'est pas à remettre en cause, ce n'est pas la présence de quelqu'un qui va effectivement vous donner de la valeur ou non. Sachant que la personne, une fois sur deux, pouvait être susceptible de vous utiliser comme bon lui semblait. Attention à tout manipulateur et compagnie. Donc fondamentalement, il y a peut-être un renforcement de votre valeur à avoir parce que votre valeur ne repose pas sur la présence ou non de quelqu'un. Votre valeur repose sur votre présence, votre savoir-faire, votre confiance et votre capacité à en faire quelque chose. C'est pas toujours simple, je suis complètement d'accord avec vous. Le travail, c'est pareil. Vous y allez, parce que vous n'avez pas le choix. Mais vous y êtes sans y être. Alors soit le travail vous sauve pendant que vous êtes occupé, ça vous occupe l'esprit, c'est le cas de le dire, et vous êtes bien, mais alors dès que le travail s'arrête, c'est la catastrophe, c'est le retour de tous vos petits fantômes. Voilà. Et si vous n'arrivez pas à être bien au travail, mais vous serez beaucoup moins opérationnel, vous aurez un mal fou à vous concentrer, vous avancerez tout doucement, vous ferez énormément d'erreurs que vous ne faisiez pas avant. C'est normal, vous êtes ce qu'on appelle parasité. Donc quand on est parasité, on ne peut pas être pleinement opérant, puisque effectivement on va fonctionner à demi-régime d'une certaine manière. Voilà. Et ça c'est un souci, et il peut y avoir des conséquences professionnelles notoires, absolument notoires. On peut vous le reprocher, votre patron peut vous le reprocher, un collègue peut vous le reprocher, t'es là mais t'es pas là, t'es pas là. Il vaudrait presque même mieux que tu sois pas là tout court, tu ferais peut-être moins de conneries, tu ferais moins d'erreurs que celles que tu fais aujourd'hui. Voilà. Et ça, les gens qui vivent ça, qui sont autour de vous, ils ne comprennent pas ce que vous vivez. Ils ne le comprennent pas. Et vous aurez beau leur expliquer, tu comprends, je suis dans le vide, j'ai perdu, mon ex m'a quitté, ou ainsi de suite. Il va vous sortir des poncifs. Oh, mais laisse tomber celui-là, c'était le pire des derniers, c'était la dernière des dernières. Mais c'est une chance qui t'est laissé tomber, c'est une chance qu'elle t'ait laissé tomber. Tu verras, tu vas retrouver un beaucoup mieux, machin. Les poncifs. Les poncifs, qui plus on les entend, plus ils peuvent faire du mal. Pour deux raisons. Parce que d'abord, c'est bien cette personne-là qui vous manque et pas une autre. Et de deux, quand l'autre, il vous sort ça, il vous assène ça, finalement, vous vous dites, mais les gens ne me comprennent pas. Et ça, c'est un véritable problème aussi. Quand on est dans la dépression amoureuse, dépression sentimentale, on n'a plus envie de rien. Tout ce qui vous faisait plaisir avant, ça n'a plus de sens. Faire du sport, oh là là, trop loin, trop fatigant, trop épuisant, à quoi ça sert? Faire les activités qui vous faisaient du bien, qui vous faisaient plaisir, à quoi bon? À quoi ça sert? Quel sens ça a? C'est la perte du désir. Faire des soirées entre amis, ainsi de suite, ceci, cela, à quoi bon? Les gens ne vous comprennent pas. Ils vont vous sortir des trucs qui ne vous intéressent pas, ça ne vous intéresse pas. Ce qu'ils vont vous raconter, ça ne vous intéresse pas. Il y a un décrochage. Il y a un vrai décrochage. Et d'ailleurs, c'est la pire des choses, puisque, c'est logique, mais c'est en même temps la pire des choses, ça vous renvoie, plus le temps passe, plus vous êtes dans ce système-là, et plus vous vous enfermez dans votre solitude. Mais comment se désenfermer alors qu'on n'a qu'une envie, c'est de s'enfermer, justement. Fondamentalement, la seule activité qui peut vous convenir, c'est de penser. D'où la rumination dont on parlait tout à l'heure. De penser à l'autre, de penser à votre souffrance, de penser au manque, de refaire l'histoire. Ça, vous êtes prêt à y consacrer une quantité de minutes, d'heures, de jours et d'années, de mois, incroyable. Ça vous fait du bien. Ça vous tue, hein, je vous le dis tout de suite. Mais ça semble vous faire du bien. C'est vraiment le seul laps de temps qui est intéressant. Penser, repenser à l'histoire, repenser à l'autre, repenser au manque, repenser au mal que vous avez, refaire l'histoire, reprendre les événements tous les jours en boucle. La rumination, l'obsession de l'autre, c'est la seule activité qui devient intéressante, qui est peut-être encore un moyen de tenir l'autre finalement, de contenir quelque chose qui vous a complètement échappé. Alors le souci, l'idéal et le souci,
L'idéal, c'est de retrouver quelqu'un. Le problème, pas le premier venu. Elle ne fera pas l'affaire et ne fera que vous renvoyer vers que la personne qui était là avant, c'est bien elle ou lui qui vous manque. Donc, attention de ne pas se mettre dans les mains, entre guillemets, du premier qui passe dans la rue. C'est une expression, bien sûr. Le problème, c'est que vous allez avoir besoin de vous rassurer. Donc, il y a où est le juste milieu entre le besoin de se rassurer, de voir que vous plaisez encore, que vous avez une consistance, une valeur, et effectivement de ne pas se mettre avec n'importe qui, parce que très rapidement, vous allez vous rendre compte que vous faites n'importe quoi, ce qui ne va pas participer à votre travail de deuil et à votre confiance en vous, et ça ne va absolument pas, ça ne va faire que vous renvoyer vers que c'est vraiment l'ancien qui vous manque, et pas celui avec qui vous êtes là ces derniers temps, uniquement pour vous rassurer. Ça peut être un souci. Autre souci, c'est que quand il y a une relation à démarrer, à redémarrer, attention, ceux qui ont souffert de ce type de relation-là, ils peuvent avoir tendance à fonctionner avec un pied sur le frein. Or, une histoire d'amour, quand un des deux protagonistes fonctionne avec un pied sur le frein, imaginez les complications que ça peut générer. L'autre va voir que vous n'êtes pas pleinement investi, il est capable de vous le reprocher et de décrocher. Et donc vous-même, alors que vous allez jouer ce qu'on appelle contre nature, c'est-à-dire qu'au lieu d'être dans le plein investissement comme avant, vous allez être dans un investissement moindre. Et vous n'allez pas vous reconnaître dans cette démarche-là, et ça ne fonctionnera pas non plus. Donc, attention à ce genre de choses. C'est pas parce que vous avez vécu ça avec une personne que forcément vous allez le revivre avec une autre. Ça, il faut apprendre à vous rassurer sur ce terrain-là. Parce que le problème qui se pose, c'est que si vous ne tirez pas des conclusions de ce qui s'est passé là, votre dépendance affective, comment essayer de vous donner une consistance, une valeur à vous-même, sans l'existence de l'autre. Bien sûr que c'est utile, on ne peut pas vivre par soi-même. Comme disait Aristote, nous sommes des animaux politiques, des mammifères politiques. On est fait pour politique dans le sens de police, la cité. On est fait pour vivre en société, même si les gens nous gonflent des fois profondément, on est fait pour vivre en société. Donc on se nourrit des relations humaines, on se nourrit de l'autre, certainement pas de soi-même, sinon c'est l'égocentrisme à outrance, et c'est extrêmement problématique. Mais si vous ne tirez pas de conclusion de ce qui s'est passé dans cette relation-là, la rupture que ça a généré, peut-être que vous avez d'ailleurs commis des erreurs qu'il ne faudra pas recommettre la fois d'après. Vous voyez, une situation comme ça, aussi compliquée soit-elle, elle peut avoir une utilité absolument considérable. D'ailleurs, une rupture, elle vous renvoie toujours à une espèce de croisée des chemins, à une frange entre la résilience, en faire quelque chose de cette rupture, comprendre des choses et en faire quelque chose de cette rupture, et malheureusement la dépression, c'est-à-dire laisser s'installer en vous, involontairement bien sûr, un mécanisme extrêmement puissant qui vient occuper tout le terrain et qui vient vous faire comprendre que laisse tomber, la vie, ça n'a pas de sens. Si, ça a du sens la vie, heureusement que ça a du sens. Ça ne veut pas dire que c'est simple, on est bien d'accord, mais néanmoins il y a des choses à faire. Donc attention, résilience, dépression, résilience, attention, il y a des réflexions à avoir et des choses à faire, bien évidemment. S'il n'y a pas de prise de conscience de ce qui s'est passé, de comment vous fonctionnez, de ce qui est à améliorer, faites-vous aider, hein, on est bien d'accord. Hein. Bon, voilà, ça me paraissait important, parce que si les choses restent en l'état, vous aurez une autre relation, mais vous risquez de refaire les mêmes erreurs, de retrouver exactement la même chose, d'avoir la même dépendance affective, et ainsi de suite. Tout simplement, ou d'avoir peur et d'avoir le pied sur le frein et ça ne marchera pas, ou alors à la limite de vouloir compenser ce que vous avez raté là, votre, comment ça s'appelle, dans votre relation d'avant, là, qui a généré une rupture, et vous allez tellement vouloir compenser ce vide, ce manque, que vous allez faire des erreurs. Vous allez faire des erreurs, vous aurez plus la peur finalement d'être de nouveau abandonné, négligé, objet-isé, hein, d'être considéré comme un objet par l'autre, et fondamentalement ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, ça ne pourra pas marcher. Parce que l'autre va se voir affublé d'une espèce de mission de réparation de quelque chose qu'il n'a pas commis lui-même. Voilà. Donc je ne vois pas comment on peut réparer quelque chose qu'on n'a pas commis soi-même. Voilà. Ou alors on est entrepreneur, mais on tire des bénéfices de ça, on est bien d'accord. Voilà, c'est une logique mercantile, c'est le business, ça. Voilà. Et là, en l'occurrence, dans les histoires d'amour, il n'y a pas de business qui tienne. Voilà. Comment l'autre va pouvoir effectivement réparer ce qu'on ne vous a pas apporté depuis que vous êtes toute jeune ou tout jeune. Voilà, lui, il n'est pas tributaire de ça, il n'a pas à endosser cette responsabilité-là, il fera ce qu'il pourra, mais il n'a pas à endosser ça. Et inconsciemment, c'est quelque chose comme ça qui va se jouer. Donc c'est très dangereux, ça. Ce sujet, pas suffisamment connu et pourtant tout à fait existant, il y a une personne sur cinq, hein, donc c'est quand même assez énorme, minimum, parce que les statistiques c'est toujours pareil, hein, on leur fait dire ce qu'on en veut et puis on récupère les chiffres un petit peu là où ils peuvent tomber. Chers amis, grand plaisir, comme d'habitude, de parler avec vous. Prenez un immense soin de vous, un très grand soin de vous. À très bientôt.